Bonjour, nous sommes le jeudi 22 janvier. Merci de nous rejoindre dans Fil Éco, votre émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Elle est annoncée cette semaine, la neige devrait bientôt tomber sur le département. Les services de voirie sont déjà mobilisés. Nous verrons combien coûte ce dispositif spécial neige. Il travaille à l'université de Versailles-Saint-Quentin, à l'UFR de Sciences, et c'est un artisan. Nous avons rencontré un souffleur de verre spécialisé dans la recherche. La société Canopé lance son drone roulant, une première en France. Nous vous le faisons découvrir avec le portrait de l'entreprise. Enfin, dans notre entretien cette semaine, nous allons parler de la Silver Economy, l'économie au service des seniors. Nous sommes avec Fabrice Leloup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Familink Service, une entreprise de services pour l'aide à domicile et aux personnes âgées, basée à Trappes. Nous reviendrons sur ce sujet avec vous. Mais avant cela, passons en revue l'actualité de la semaine. Je vous le disais en titre, les températures baissent, vous avez dû le constater. Les flocons de neige attendus dans le département pour ce mercredi ne sont pas tombés, mais pourtant les services de voirie étaient tous mobilisés. Le plan hivernal est lancé depuis le 15 novembre, et cela jusqu'au 15 mars. Alors de quoi s'agit-il? Et surtout, combien cela coûte-t-il? Regardez ce reportage de la rédaction. Pas encore de neige, mais les saleuses sont prêtes. Le plan hivernal est déclenché depuis le 15 novembre, une procédure qui s'appuie sur une veille météo, des patrouilles de terrain pour constater l'état des chaussées et des patrouilles de vérification des traitements. Ici, à la Casquie, on se doit de veiller sur 150 km de voies communautaires. 10 saleuses d'intervention sont disponibles, 20 chauffeurs se relaient selon un planning d'astreinte, ainsi que 5 bénévoles agents de l'agglomération qui sont présents le soir, le week-end et les jours fériés. Tout cela a un coût qui varie d'une saison à l'autre en fonction de la météo et donc du nombre de sorties. Une sortie en préventif revient à environ 15 000 €. Un budget d'astreinte à hauteur de 600 000 € est ainsi provisionné. On provisionne l'astreinte, ça s'impose, hein, c'est contractuel. Et bien sûr, on fait des moyennes. Donc on est à peu près à 5 sorties par saison. Donc on part sur cette base-là. S'il y a besoin de budget supplémentaire, bien sûr, on sollicite les services financiers pour effectivement débloquer l'argent. On a un budget spécifique justement, puisqu'il n'est pas question, bien évidemment, d'arrêter le service pour une question budgétaire. Hein, ça s'impose à nous et on doit faire face et bien sûr répondre. Donc on a une ligne dédiée. À quoi s'ajoute l'achat du sel? Cette année, la Casquie va reprendre le sel non utilisé de l'année dernière. Depuis le 15 novembre, les équipes ont salé à 4 reprises en prévention. La dernière fois, c'était en début de semaine. Le 1er janvier 2016, la Casquie va s'agrandir de 7 communes. Elle va passer au nombre de 12, avec celles de Plaisir, Les Clés-sous-Bois, Villepreux, Maurepas et Coignères. L'amendement qui permet cette évolution a été examiné et voté aujourd'hui par la CRCI, la Commission régionale de coopération intercommunale. De quoi représenter une force économique certaine, avec l'intégration d'entreprises comme le siège social de Déco à Plaisir ou encore l'entreprise Zodiac, mais également toutes les zones commerciales, ce qui va faire du Grand Saint-Quentin un pôle prioritaire dans le département. Écoutez l'interview de Michel Logier au micro de Catherine Zulato. On va représenter un poids économique important, ne serait-ce qu'en termes de commerce. On deviendra le premier pôle commercial des Yvelines et nous serons aussi dans le top 5 des pôles commerciaux de la région Île-de-France. Les entreprises aussi, regardez, le monde économique est fortement représenté du côté de Plaisir-les-Clés ou de Maurepas-Coignères. Donc ça sera aussi un gage d'une richesse économique encore plus importante et peut-être une complémentarité qui sera renforcée, donc on sera encore plus efficace et on va peser beaucoup plus qu'on ne le pesait jusqu'à présent dans l'équilibre qu'on peut avoir avec les autres parties de la région Île-de-France. À Trappes, l'école de la deuxième chance était proche de la cessation de paiement en fin d'année 2014. L'école aurait pu fermer ses portes, mais grâce aux nombreux soutiens reçus, elle va continuer à accueillir des élèves. Pour cette année, la structure est financée par différentes entités, dont l'État, la région, l'Europe ou encore la taxe d'apprentissage. Elle propose aux jeunes déscolarisés et sans diplôme de réintégrer l'école avec un vrai objectif professionnel. Au total, elle a réussi à boucler son budget de 2,5 millions d'euros pour 2015. Écoutez son directeur, Hervé Demar. Pour 2015, pour pouvoir équilibrer le budget, on aura une subvention du Conseil général qui a été votée fin décembre et qui représente 100 000 € et qui, sur ces 2,5 millions, nous permettait d'aboutir à un équilibre et donc de mettre la machine
machine en route. Et puis après aussi, on peut travailler avec les banques. Le deuxième patient ayant été implanté du cœur artificiel de la société Carmat, située à Vélizy-Villacoublay, se porte bien. Opéré en août dernier, il est sorti de l'hôpital et rentré chez lui le 2 janvier 2015. L'homme de 68 ans peut vivre presque normalement. L'étude clinique va continuer, l'autorité de santé exigeant que 4 patients soient greffés pour évaluer et valider cette prothèse révolutionnaire. Cette bonne nouvelle annoncée en début de semaine a directement impacté l'économie de la société yvelinoise qui a vu son action en bourse s'envoler. Elle a pris 16,33%. Je vous propose maintenant de passer à notre entretien de la semaine. Donc cette semaine, pour notre entretien, nous sommes avec Fabrice Leloup. Vous êtes, je le rappelle, le dirigeant de Family Link Service, une société basée à Trappes. Alors, vous proposez des services d'aide à domicile et également d'auxiliaire de vie pour les personnes âgées et en situation de handicap, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, hier, vous avez animé une conférence donc, sur la Silver Economy pour un club d'entreprise à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que la Silver Economy? Alors, la Silver Economy, c'est un terme assez récent. C'est en fait une filière qui a été créée par la ministre des Personnes âgées en 2013, Michel Delaunay. Et le mot silver, en fait, veut dire cheveux blancs. Donc, c'est l'économie des seniors. C'est pour les cheveux gris, c'est ça? Silver, c'est cheveux gris. Cheveux gris. Et donc du coup, alors voilà, c'est pour les seniors. Nous étions hier à cette conférence. Je vous propose d'écouter le deuxième conférencier qui était présent, donc Jacques Weber, qui est médecin gériatrique à La Verrière. Je crois qu'il y a un vrai problème. De toute façon, c'est un défi pour les années à venir. Vous savez que la population va, en tout cas de plus de 60 ans, va augmenter de manière très très notable. Ça va représenter a priori plus de 30% de la population dans quelques années. Donc ça concerne une part importante avec les problèmes bien évidemment liés à ce vieillissement, sur le plan des maladies, sur le plan de la perte d'autonomie, de la dépendance, choses qui ne sont pas complètement élucidées à la fois sur le monde de la prise en charge, du financement. Alors c'est un vrai problème de société. L'économie liée aux seniors ne cesse de se développer. 53% de la demande française sera le fait des seniors en 2015. Vous avez fondé votre société donc en 2010. Donc c'était une reconversion. Est-ce que ça a été par rapport à cette problématique ou juste problématique de service? Alors en fait, mon objectif en créant Family Link Service, donc c'était en 2010, c'était de m'orienter vers le maintien des personnes âgées à leur domicile. Donc effectivement, on rentre complètement dans l'objectif de la Silver Economy, qui est de trouver des solutions au domicile, de façon à retarder le plus longtemps possible l'entrée en établissement, à l'hôpital ou en maison de retraite. D'accord, parce qu'en fait, dès 2010, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez senti, vous étiez renseigné dessus? Comment ça s'était un peu passé? Oui, alors je me suis renseigné. Bon, déjà, ma femme est médecin généraliste, donc ça m'a permis aussi d'avoir quelques informations. Et puis, le secteur des services à la personne était en plein essor. Donc, je suis arrivé sur un secteur connu, avec un souci, effectivement, de répondre à une demande croissante. Le vieillissement de la population est quelque chose qui est identifié depuis assez longtemps, qui va s'intensifier. Il faut savoir qu'en 2060, 20% des Français auront plus de 75 ans. Et du coup, il y a beaucoup quand même d'instituts pour accueillir les personnes âgées ou même les seniors à la retraite. S'il y a une vraie volonté donc pour les seniors de rester chez eux, de rester dans leur environnement? Oui, tout à fait. Alors, la difficulté, c'est que, sachant qu'il va falloir beaucoup de personnel pour assister les personnes à leur domicile, la Silver Economy développe des solutions techniques. Et c'est là toute la nouveauté qui a été, on va dire, lancée par Michel Delaunay sur ce qu'on connaît comme la Silver Valley, par exemple, à Ivry-sur-Seine, où une centaine de startups se sont installées. La Silver Valley, voilà, c'est un espèce de cluster où les startups, les entreprises sont regroupées et elles peuvent travailler ensemble et aussi se développer comme ça. Voilà. Et parmi ces startups, par exemple, il y a une société qui est établie à Saint-Quentin comme Blue Linea, une autre Doro, dont le président est aussi président de la Silver Valley.
Voilà, donc on est dans un écosystème qui se construit. Ça fait à peine 1 an, donc c'est à mon avis aujourd'hui encore un bébé, mais ça va progresser. Et effectivement, les services à domicile s'inscrivent totalement dans ce secteur-là par le côté humain. D'accord. Est-ce que vous avez senti votre demande, vous avez augmenté votre travail, le nombre de salariés par rapport justement à cette demande aux personnes âgées? Oui, la demande, elle est croissante. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est pas de trouver de nouveaux, on appelle nous bénéficiaires ou clients, c'est de trouver de nouveaux salariés. Pourquoi c'est compliqué C'est un secteur difficile, peu payé parce que effectivement les tarifs sont assez réglementés et difficile. Et on a beaucoup de mal à trouver des candidats. Et aujourd'hui, moi, je suis obligé de mettre des clients sur liste d'attente, par exemple. D'accord, donc c'est vraiment un secteur qui recrute énormément. C'est un problème de profession, enfin, il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez d'écoles ou d'orientation peut-être à l'école? Il peut effectivement manquer d'écoles. Il y a une association sur le secteur qui s'appelle Amadom qui favorise cette professionnalisation. Mais je pense qu'il manque encore de moyens pour satisfaire la demande qui va être de plus en plus importante. Donc vous êtes passé vous avez commencé tout seul dans votre entreprise en 2010. Maintenant, vous avez combien de salariés? Alors aujourd'hui, on est 40 salariés, mais on pourrait se développer encore. Et finalement, on ne se développe pas tellement par manque de candidats. Et vous traitez combien de personnes à peu près sur 50 ans en Yvelines, le territoire? Nous avons 150 bénéficiaires aujourd'hui. Est-ce que justement les Yvelines, c'est un département où il y a beaucoup de personnes âgées, il y a beaucoup de demandes, peut-être dans l'Île-de-France ou je sais pas, dans le sud de la France? Quels sont un peu les départements moteurs dans ce secteur? Alors moi je connais peu les autres départements. Les Yvelines, effectivement, il y a une population vieillissante. Il y a des statistiques du Conseil général. Il manque 600 postes sur le sud Yvelines, par exemple. Donc je ne suis pas tout seul à travailler sur ce secteur-là, mais pour satisfaire les demandes de toutes les associations et entreprises d'aide à domicile, par an, il faudrait 600 candidats de plus dans le sud Yvelines. D'accord, donc c'est vraiment un secteur qui recrute énormément. Oui. On parlait de Blue Elina et de Doro. Alors eux proposent, on a fait des reportages d'ailleurs à ce sujet dans notre émission, ils proposent des objets connectés qui vont avec des services. Enfin, c'est un espèce de pack comme la montre notamment connectée qui permet de géolocaliser les malades atteints d'Alzheimer. Du coup, est-ce que voilà, c'est une demande qui va de pair? Il faut qu'il y ait l'objet et le service ou juste le service? Comment ça se développe un petit peu Alors ça va de pair parce que le Conseil général finance la téléassistance à domicile, c'est-à-dire des boutons. Ça, c'est la téléassistance de base, mais ça peut aussi être une montre GPS qui permet d'éviter la fugue des personnes atteintes d'Alzheimer. Donc ces systèmes existent déjà, sont proposés aux personnes dépendantes et leur permettent de rester le plus longtemps possible au domicile. Donc c'est des nouvelles technologies, on peut dire. La Silver Economy, elle s'adresse aux plus de 65 ans? Oui, je dirais même un peu plus encore, plus de 75 ans. Parce que, en discutant hier avec un directeur de maison de retraite, il me disait que la moyenne d'âge d'entrée en maison de retraite était 88 ans. D'accord. Et donc est-ce que justement il n'y a pas une espèce de petit problème avec ces objets technologiques pour maintenir les personnes à domicile, alors que justement c'est les personnes âgées qui sont peut-être un peu réticentes justement à les utiliser? Voilà, les personnes âgées d'aujourd'hui sont très réticentes, ont peur d'Internet. Donc on va dire que la Silver Economy va s'adresser peut-être à la future génération, celle du baby boom. Et c'est une génération qui est déjà connectée, qui a déjà des smartphones. Doro prépare déjà un smartphone pour les seniors. Donc on prépare, on va dire, la Silver Economy dans 10 ans, où il y aura un vrai marché pour ce secteur d'activité. On parle aussi de la domotique, donc c'est un peu les maisons intelligentes avec des volets qui vont se déclencher tout seuls, des alarmes, etc., qui vont prévenir si la personne tombe, par exemple. Est-ce que justement la domotique, c'est en concurrence avec les services que vous proposez? La domotique fait partie de la Silver Economy. Vous parlez de détecteurs de chute, ça fait partie de capteurs comme la téléassistance qui sont proposés dans les bouquets de Blue Linea ou d'autres sociétés. Après, la domotique un peu plus large de confort,
pourra être proposé à des personnes un peu moins âgées qui sont plus sensibles à la technologie, mais le marché pour les personnes dépendantes est encore naissant. Est-ce que par rapport à vous, vos clients, vous avez l'impression que l'offre est en adéquation avec la demande, ou est-ce qu'il manque encore des choses peut-être, des services peut-être à développer? Alors, nos clients ou nos bénéficiaires ont en moyenne plus de 80 ans et ils ne sont pas encore très sensibles à la technologie. Donc c'est pour ça que, on va dire, que les produits qui sont développés aujourd'hui par les startups vont s'adresser aux futurs clients qui aujourd'hui ne sont pas dépendants. D'accord. Je vous propose de regarder maintenant la question de la semaine. Nous avons demandé à vous, aux Yvelinois, ce qu'il manquait aux seniors. Selon eux, quels services pouvaient être améliorés. Regardez. Des maisons de santé, par exemple. Ça manque un peu dans la région. Puis peut-être des maisons de retraite aussi. On dit qu'il y a encore des mouroirs, des espèces, enfin qu'il y a encore des mouroirs. Alors si ça existe, c'est qu'il n'y a pas assez de services. Mais c'est l'argent, toujours l'argent. Je sais qu'il y a des communes qui organisent avec des bus. Ils ramassent les personnes âgées, ils les emmènent dans des grandes surfaces. Ils leur permettent de faire leurs courses et puis ensuite ils les ramènent chez eux. C'est pas mal ça. Puisque grâce au service social, maman a pu bénéficier, vous savez, de la je ne sais plus comment on appelle ça, la téléassistance, téléalarme. Elle a un petit boîtier qui lui permet, en cas de problème, bien d'être relié à, comment dirais-je, à un service. Alors on l'a vu sur la dernière réponse de cette dame, la téléassistance, elle a du mal à nous en parler. Le problème de la silver economy, c'est que c'est pas assez connu, il faut plus en parler, il faut plus communiquer dessus, c'est ça? Oui, tout à fait. D'où la volonté de Michel Delaunay de créer une filière, de faire du buzz autour de la silver economy, que les Français comprennent ce que ça veut dire, ce que ça implique. Il y a même un salon à Las Vegas où on parle d'objets connectés. La Poste, par exemple, propose un service nouveau pour effectivement pallier le déficit de courrier. Donc, beaucoup de sociétés, dont des grands groupes comme Orange ou La Poste, se lancent dans l'aventure. Et c'est un secteur d'avenir. Eh bien, merci Fabrice Leloup d'être venu sur notre plateau. Je vous propose maintenant de passer aux chiffres de la semaine. « 3,6%, c'est l'augmentation du plafond de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, dans les Yvelines. Cette décision a été prise par le Conseil général et elle est effective depuis le 1er janvier 2015. Les tarifs de remboursement des aides humaines et des aides ménagères sont donc revus à la hausse. Par exemple, le département rembourse pour les services prestataires 20,10 € par heure pour les jours en semaine. L'APA s'adresse aux personnes qui, au-delà des soins qu'elles reçoivent, ont besoin d'être aidées pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou dont l'état nécessite d'être surveillé régulièrement. Je vous propose maintenant de passer à notre partie magazine avec le métier de la semaine. C'est un métier peu commun, beaucoup de gens pensent que c'est un art, mais c'est aussi une profession scientifique. Le souffleur de verre ne fait pas uniquement des vases ou des sculptures. Nous avons rencontré Fabrice Zuccarelli, il travaille pour l'UFR de sciences de l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a accepté de nous parler de sa profession, des images signées Élodie Moine. Il met son art au service de la science. Fabrice Zuccarelli est ingénieur d'études dans la verrerie scientifique depuis 20 ans. Comme un souffleur de verre traditionnel, il crée des pièces de toute forme, de toute taille, mais c'est avant tout pour la recherche. Au niveau de l'université, on fabrique des pièces qui sont très spécifiques. On a par exemple des appareils un peu comme ça, qui sont des assemblages de différents diamètres de tubes de verre. Et au final, on obtient des pièces un peu plus complexes qui ne peuvent pas être réalisées mécaniquement ou dans l'industrie. Il faut savoir que dans le verre, dès qu'il y a deux épaisseurs de verre, donc il y a un verre et un deuxième en dessous, ça reste de la conception et non de l'industrialisation. Le travail du souffleur de verre scientifique reste artisanal. Tout est fait à la main, il faut être minutieux, rapide et précis. La technique est presque la même, à quelques détails près.
Lorsqu'on met le verre dans la flamme, il y a une lumière orange qui se dégage et on ne peut pas voir ce qui se passe. Donc on a des verres très spécifiques qui permettent de filtrer justement tout ce dégagement orange et qui permettent de voir réellement la fusion du verre dans la flamme. Petites ou grosses pièces, les commandes sont spécifiques. Le matériel ordinaire, tubes, ballons ou autres airlines sont fabriqués industriellement. Fabrice, lui, s'occupe des pièces plus complexes avec son tour. C'est le début d'une pièce, donc je suis en train de former une boule pour pouvoir concevoir la suite de la pièce après. Le verre, une fois qu'il est mou, le fait de souffler, ça permet qu'il prenne du volume. Donc on souffle dans deux possibilités, soit pour gonfler les pièces, soit au moment où on vient faire des soudures. Chaque université compte un souffleur de verre dans son UFR de sciences. En France, il serait une 50aine. Des formations professionnelles en verrerie scientifique existent au niveau CAP ou bac professionnel, mais pour être recruté par une université, il faut passer par le lycée d'Orient à Paris. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une formation en France qui délivre une formation reconnue par l'État sur la verrerie scientifique qui se trouve à Paris. Et après, il y avait une autre formation qui est les néonistes, où effectivement, là, on va plus, on va dire, vers l'art. De nombreux souffleurs de verre exercent dans des entreprises privées. Si les postes en faculté sont peu nombreux, les universités sont toujours en demande. Avoir son propre souffleur de verre permet un travail plus ciblé, mais surtout de réaliser des économies. Lorsqu'on fait de la réparation, on fait de la réparation à moindre coût. Une pièce qui vaut 500, 600 euros, 700 euros, on va les réparer, ça va coûter 1 ou 2 euros, alors que si c'était pas réparable, il faut réinvestir dans une nouvelle pièce. Donc là, ça reste aussi très intéressant d'avoir un souffleur de verre et de pouvoir justement récupérer le maximum de matière pour pouvoir le retravailler. Dans ce domaine, l'expérience est un atout précieux. Il faut plus de 10 ans de pratique pour devenir un souffleur aguerri. Et nous restons dans le scientifique ou plutôt le technologique avec notre entreprise de la semaine, c'est tout de suite. Canopé est la première entreprise française à fabriquer un drone roulant télécommandé. Implantée depuis 2007 à Montigny-le-Bretonneux, la société compte 2 salariés. Elle a accepté de nous faire découvrir son tout nouveau drone roulant. Regardez ce reportage avec William L. et Romain Ruspinet. Vous connaissiez les drones volants, voici le drone roulant. Il s'appelle Camquad et fait la fierté de son constructeur, l'entreprise Unimountain Canopé. On est les premiers à le faire en France. Aujourd'hui, on a des fabricants de drones volants qui sont penchés sur la question aux États-Unis ou à l'étranger. Et surtout, la nouveauté, c'est que nous, on le développe à partir d'un système existant pour faciliter la maintenance. Seul drone français construit à cette échelle, il mesure près de 90 cm de long et peut aller jusqu'à 90 km/h. Téléguidé, il permet une captation d'images fluides et stabilisée. Le Camquad, ça part d'une idée un peu farfelue au début. On a des clients de parcs animaliers et l'idée, c'était d'arriver à avoir des prises de vue qu'on n'a jamais, d'animaux donc vus de très près. Il faut imaginer que le Camquad peut être équipé d'un treillis sur lequel on va mettre un buisson ou un faux rocher pour vraiment accéder au plus près des animaux sans les effrayer. C'est dans cet atelier que le drone est né. Édouard Janier a lui-même pensé le concept et construit le petit robot. C'est une énorme voiture télécommandée. Sur cette voiture télécommandée, on a enlevé la carrosserie qui n'avait aucune utilité. On a supprimé quelques pièces et sur les pièces restantes, on a greffé notre système. La prise d'image, les drones, ce n'est pas nouveau pour cette entreprise de communication. Si elle existe depuis 2007, c'est l'année dernière qu'elle a commencé à proposer des prises d'image avec drone en plus des services de création et communication traditionnels. Tout ce qui était communication interactive fonctionnait plutôt bien, mais on avait un tel problème d'achat d'images, de fourniture d'images originales, qu'on s'est dit on va évoluer. Et puis on s'est aussi rendu compte que c'était très frustrant d'avoir un film uniquement fait par drone, même si les images sont tout à fait fabuleuses. On ne pouvait pas uniquement avoir des images aériennes d'un monument ou d'un événement. Canopé constate une demande grandissante pour ces petits appareils. Leur utilisation se développe. Ils se rendent utiles dans des domaines parfois très éloignés du marketing ou de la communication. On peut aussi avoir besoin de nous pour les drones par exemple, pour aller faire du diagnostic.
Un assureur qui aurait besoin d'aller voir l'état d'une toiture sans mettre personne en danger, on va être capable d'emmener un drone et puis d'aller voir ce qui s'est passé et dans quel état est la structure. Le camquad peut aussi avoir cette vocation-là, c'est-à-dire d'aller dans des canalisations. La location d'un drone coûte environ 1 200 € la journée, une somme presque modique à côté de la location d'un hélicoptère qui revient, elle, à 2 500 € de l'heure. Seule contrainte, l'utilisation des drones volants est très réglementée pour les particuliers comme pour les professionnels. La législation fait qu'on pourrait fabriquer des drones, mais on a des accréditations à avoir par la DGAC qui sont très longues. L'avantage du camquad, c'est que c'est beaucoup plus facile à produire, c'est déjà aussi moins dangereux, parce qu'un drone, c'est pas un jouet. Et puis, c'est pas soumis à une législation particulière. Donc, à partir du moment où on est capable de conduire une voiture télécommandée, on peut utiliser le camquad. Le camquad est encore un prototype. Édouard Janier espère le commercialiser entre 7 000 et 10 000 € selon les options proposées. L'objet ne s'adresse pas qu'aux professionnels, bien au contraire. En 2013 et 2014, le drone a été le cadeau high-tech le plus offert à Noël. C'est la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fileco. Je vous souhaite une excellente soirée.